Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent ou qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Eric Crampon. Il est virologue et on part à Boston. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Alors je vais tout de suite prévenir les âmes sensibles, on va parler de morsures de serpents. Voilà, je le dis tout de suite, parce qu'il y en a quelques-uns, ils sont en train de se jeter sur leur téléphone pour couper le flux de la radio. Ils veulent pas entendre parler de serpents. Bonjour Eric. Bonjour, comment ça va ? Plutôt bien. Alors on va jouer la transparence avec nos auditeurs. On se connaît d'abord parce que tu es un gars du Nord. Hein. Tu es né dans les Hauts-de-France, Marcq-en-Barœul. On salue les Marquois qui nous écoutent. Et puis on a eu l'occasion de faire pas mal de podcasts ensemble parce qu'il y a eu un petit virus qui s'est promené il y a quelques temps sur notre planète. Et comme tu es virologue, tu es plusieurs fois venu éclairer nos auditeurs sur les souches, sur les vaccins, sur toutes ces polémique, le masque, tout ça. Enfin, on a traversé une drôle de période quand même. Hein. Il y a eu du bon et du mauvais. Les scientifiques n'ont jamais eu autant de paroles qu'à l'époque, mais les conséquences ont été violentes. C'est-à-dire que maintenant, il y a une grosse défiance de la parole scientifique suite à cet épisode. C'est vrai qu'on avait un peu entendu tout et son contraire. Parfois, je venais vers toi pour avoir un petit éclairage. Tu reconnais que c'est vrai. Oui, il y a eu trop de choses qui se sont dites, il y a eu trop de poids à porter. Certains seraient mieux restés derrière leur paillasse. Je suis d'accord. Pourquoi il y a eu une telle polémique sur les vaccins et pourquoi encore aujourd'hui ça porte tout un imaginaire, parce que ça soigne les gens quand même de base, il faut le rappeler, hein. Oui, ce qui a posé problème, c'est que, c'était une technologie nouvelle, qui n'avait jamais été encore appliquée à l'homme, pour sûr. Je crois que le seul vaccin ARN l'acide nucléique qui avait été développé jusqu'à maintenant était pour les saumons. Par ça, il y avait aussi cet aspect obligation vaccinale qui est très mal passé. La communication a pu être mieux faite. On a réagi, il y a eu un mélange de tout, il y a eu aussi le shutdown qui n'a pas aidé. Psychologiquement, pour tout le monde, se retrouver claque-muret chez soi, ça a été compliqué. Imposer en plus de ça une solution vaccinale, les gens ont mal vécu. Bon, plus les réseaux sociaux, plus un Occident qui vieillit, plus des tensions, tout ça a amené à quelques fantasmes quand même. Si on revient sur ton parcours, toi donc tu vas faire tes études, travailler à l'Institut Pasteur jusqu'à ce qu'en 2012, une opportunité s'offre à toi pour aller vivre et travailler en tant que virologue à Boston. Boston, c'est quoi ? C'est le fief des chercheurs ? C'est la mecque de la biotech, pour sûr. Et on a MIT, on a Harvard, on a beaucoup d'universités, donc il y a une forte emprise scientifique et universitaire. Et toutes les grandes compagnies sont là. On a Novartis, on a Sanofi, on a GSK, on a Takeda. Donc toutes les grosses boîtes sont là, plus un vivier, une pépinière de biotech énorme. Toi, tu vas faire 3 laboratoires différents à des postes de grande responsabilité. Tu es toujours un Français aux USA avec une carte verte, même si tu es en train d'avoir une procédure pour devenir citoyen américain. Tout à fait, c'est ça. Ça fait 5 ans que j'ai la carte verte. Donc, au bout de 5 ans, on est éligible pour devenir américain. Le seul avantage, c'est que ça permet de voter et ça permet surtout de sécuriser ses droits pour la retraite. Parce que, mine de rien, on rajeunit pas et il faut y penser. Alors parlons justement de notre système américain, puisqu'il y a 1 an, ça bouge un peu dans les laboratoires. Il y a eu un petit effet post-Covid justement, et des licenciements sont arrivés. Tu as toi-même perdu ton boulot à ce moment-là. Alors un petit mot pour rappel à nos auditeurs français qui ne savent pas toujours comment ça se passe à l'étranger. Quand on te dit aux États-Unis que ta mission est terminée, tu rentres le jour même. Alors, lorsqu'on est renvoyé, oui, du jour au lendemain, on repart chez soi. Quand on est licencié, on a quand même une période de grâce de 2 mois. Par contre, aux 2 mois, c'est fini. On rend son ordinateur, on s'en badge, on rend tout, et on part avec ce qu'on appelle un paquet licenciement, qui dépend de son ancienneté dans la boîte, et on est éligible au chômage, mais le chômage qui ne couvre au mieux que 6 mois de vie. Et encore, avec une décote de salaire, on touche un quart de ce qu'on pouvait toucher avant, et au bout de 6 mois, on ne touche plus rien du tout. Ok, donc ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est souvent l'entreprise qui prend à sa charge le coût de l'assurance complémentaire santé, que tu perds aussi. Et oui, tout à fait. Donc, on passe d'une assurance maladie qu'on paye à $200-300 tous les 15 jours parce que j'étais dans une boîte pharmaceutique. Donc, déjà, j'avais une décote assez conséquente. Et du jour au lendemain, on se retrouve à payer près de $5 000 par mois pour avoir une assurance maladie. Pour toi et la famille. Le système RSU.
Donc là, ça fait un petit choc, on va dire. C'est ça. Voilà. Sachant que, comme tu connaissais le système, tu avais mis de côté. Oui, heureusement, c'est ce que je me suis toujours dit. Je savais que j'étais sur un marché concurrentiel et qui est ultra dynamique, donc j'ai pu avoir cette logique d'épargner, mais ce qui n'est pas la logique américaine. Et c'est pour ça que quand on parle en ce moment du shutdown avec les fonctionnaires fédéraux, la culture américaine est plus de vivre à crédit qu'à débit, et par conséquent, lorsqu'ils ne touchent plus leur fiche de paye, pour le coup, eux, c'est au bout d'une semaine ou deux qu'ils n'ont plus rien sur le compte en banque. En tout cas, tu vas faire une réunion avec toi-même, Eric, et tu vas te porter sur un sujet important autour de l'antivenin. L'idée aujourd'hui, c'est que notre petit Français à Boston veut révolutionner l'antivenin mondial grâce à une technologie 100% sans animaux, plus rapide, moins cher et capable de sauver des vies dans les pays tropicaux. Explique-moi un peu déjà pourquoi les morsures de serpents sont une maladie pas forcément traitée par les grands laboratoires. Oui, parce que déjà, pour rappel, depuis 2007, l'OMS reconnaît les morsures de serpent comme une maladie tropicale négligée. Et pourquoi c'est négligé? Parce que c'est pas d'attraction sur les grandes compagnies, ça fait des morts, 20 000 morts par an. Plus que Ebola qui en tue 6 000, si on veut avoir un désordre de grandeur. Mais surtout, indépendamment des gens qui meurent, il y a aussi beaucoup de gens qui sont amputés ou qui deviennent invalides sur le long terme. Pourquoi c'est négligé par les grandes boîtes pharmaceutiques? Parce que, et c'est horrible à dire, c'est sur des pays tropicaux, donc c'est pas là où le retour sur investissement est le plus rapide ou le plus intéressant pour les grandes compagnies. Et deux, c'est que chaque pays a besoin d'une réponse antivenin spécifique. C'est ça, tu me disais, il y a 5 ou 6 types de traitements différents à inventer. C'est ça. Donc il faut les grands bassins de découverte, ça serait un vaccin pour l'Amérique du Sud, un pour l'Inde et la région asiatique, et un autre pour la région africaine. Et comme on se disait aussi hors antenne, même les serpents français qui ne tuent pas peuvent laisser des graves séquelles dans l'organisme. C'est ça, parce que un autre aspect qui peut être un spin-off à terme si ça marche, c'est que certaines de ces toxines de serpent peuvent avoir des intérêts thérapeutiques. Parce que ça va sur les neurones, ça peut avoir des effets mi-relaxants, ça peut avoir des effets ou des applications pour le cancer. Mais ça, c'est une autre application. L'idée initiale, c'est de sauver des vies de gens qui sont en danger dans des pays émergents où il y a un besoin immédiat de résoudre ce problème. Alors toi, Français établi en tant qu'expat à Boston, tu te penches sur ce sujet et tu penses qu'il y a des solutions autour d'une technologie qu'on appelle le nanobody? C'est ça. C'est en fait le nanobody, c'est dérivé des anticorps de requins ou de camélidés qui ont la bonne différence. Alors, pour les gens qui ne se souviennent plus de leur cours de biologie de terminale, un anticorps, c'est une espèce de gros Y qui s'accroche aux pathogènes et qui permettent de les neutraliser. Et les anticorps que tout le monde produit ont 2 chaînes, on appelle une chaîne lourde et une chaîne légère. Et donc, là où les camélidés et les requins ont une différence, c'est qu'au lieu d'avoir 2 chaînes, ils n'en ont qu'une seule. Donc, d'un point de vue ingénierie de protéines, c'est beaucoup plus simple de travailler avec un module simple qu'avec un complexe qu'on doit accrocher. C'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus stable, ça s'exprime en bactéries, ce qui fait que c'est beaucoup moins cher à produire, et c'est beaucoup plus rapide, notamment en utilisant des techniques modernes in vitro. On n'a pas besoin d'injecter des souris ou des chevaux pour produire des antivenins. On peut être plus rapide et grâce à ça avoir une diversité de solutions et répondre plus rapidement à un marché émergent. Alors, on l'a bien compris, tu travailles sur ce dossier. Aujourd'hui, il va falloir que tu te fasses aider. Donc, tu travailles à la recherche d'investisseurs, mais tu ouvres également un crowdfunding. C'est bien ça. J'ai toujours travaillé depuis ma thèse sur des maladies tropicales. J'avais travaillé sur la fièvre jaune quand j'étais à Pasteur. Quand j'étais à Takeda, j'avais travaillé sur la dengue. Donc j'ai déjà eu cette sensibilité. Je connais un peu les limitations des financements pour les maladies tropicales. Et mon idée de faire du crowdfunding, c'est que pour attirer des plus gros poissons, il faut que je puisse avoir une preuve de principe. Et pour cette preuve de principe, c'est ce que je cherche à faire. C'est pour ça que j'ai créé sur experiment.com un appel à crowdfunding pour essayer de voir si je peux essayer d'amasser ce pécule pour avoir ma première découverte d'anticorps
en ciblant dans un premier temps des serpents brésiliens, parce que j'ai déjà réussi à attirer l'attention de Fiocruz au Brésil, qui serait prêt, si j'ai une solution, à la développer et à la commercialiser. Et c'est dans ce sens aussi que j'ai pris contact avec d'autres personnes, notamment des personnes de l'OMS, et que j'assisterai à la fin novembre à une conférence à Casablanca sur la découverte d'antivenins et la biologie, ce qu'on appelle la médecine translationnelle concernant ces antivenins. Alors, si on est concret, Eric, moi j'ai eu plein de fois besoin de toi et de tes lumières pendant cette période de Covid. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour toi et qu'est-ce que les auditeurs de la radio des Français dans le monde, vous êtes plus de 100 000 à nous écouter aux 4 coins de la planète chaque jour, peuvent faire pour toi? En fait, l'idée, c'est de voir, est-ce que vous voulez sauver des vies dans des pays clairement émergentes, vu que la solution que je propose s'adresse dans des régions forestières ou agricoles, en Inde, en Amérique du Sud, au Brésil, et à terme aussi, lorsque si le projet marche et que je peux faire cette extension géographique, en Afrique. L'idée que j'ai, c'est de trouver une solution qui ne nécessite pas de faire mal aux animaux, parce que à l'heure actuelle, les antivenins sont produits en injectant chaque année 3 à 4 chevaux, qu'ensuite on saigne à mort pour récupérer leur plasma, et c'est ça qui sert de solution antivenin. Je propose une solution moderne, purement utilisant ce qu'on appelle la technologie des protéines recombinantes, peu coûteuse parce qu'on peut le produire en bactéries. Donc, au lieu d'avoir des doses qui coûteraient de l'ordre de $50 la dose à produire, je peux produire des solutions antivenin à $5. Donc, pour des pays qu'on appelle low and medium income country, c'est un gros changement. On peut sauver des vies pour moins cher. Donc, ce que j'essaie de proposer, c'est un changement de paradigme. Non seulement on abandonne la cruauté animale, parce qu'on n'a pas besoin de faire souffrir des chevaux pour produire une solution, et on a une solution économiquement viable pour des pays qui en ont besoin et pour lesquels la plupart des boîtes pharma ne s'adressent pas. C'est très clair. Évidemment, dans ce podcast, on n'aura pas pu éclaircir tous les angles différents de ton projet. Maintenant, tu restes à disposition de nos auditeurs, ceux qui ont envie d'en rentrer en contact avec toi, de poser des questions, d'aller un peu plus loin. Il y a un dossier, il y a un site avec le crowdfunding. Tout ça est disponible dans le descriptif du podcast. J'ai très envie que tout ça fonctionne très bien, qu'on suive avec la radio cette aventure incroyable. Je suppose que ces derniers mois n'ont pas été de tout repos. Aujourd'hui, ce projet t'excite ? Oui, j'ai toujours eu cette fibre humanitaire et ça me fait plaisir de pouvoir donner un sens à la science que je peux faire, de me dire qu'il y a un impact immédiat. Je fais aussi essayer de faire un changement de législation auprès de la FDA, donc l'équivalent de l'agence responsable des médicaments pour les États-Unis. Donc c'est un marathon dans lequel je me lance, mais je vois l'intérêt, je vois aussi l'appétence. J'ai discuté avec des gens, on peut sauver des vies, on peut éviter à des gens des amputations dans des régions qui sont négligées. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus intéressant dans ce projet. Et je suis content que la radio des Français dans le monde donne écho à ce projet. Surtout, n'hésitez pas à échanger avec Eric Crampon, virologue à Boston, qui était avec moi aujourd'hui. À très vite, tu me tiens au courant ? Ça marche, à très bientôt. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.